De retour sur le plateau pour entamer notre premier sujet. Il s'agit donc des négociations en cours entre Washington et Téhéran pour mettre fin à la guerre qui a été déclenchée par des frappes américaines et israéliennes sur l'Iran le 28 février dernier. Alors, le détroit d'Ormuz reste un point sensible malgré ces négociations et ce détroit d'Ormuz par lequel transite près de 20% du pétrole mondial demeure au centre des tensions. Alors, pour parler plus de ce sujet, on a en ligne Madame Nihal Al-Shafaei, chercheuse en sciences politiques et stratégiques. Bonjour Madame. Bonjour. Alors, donc, vous suivez bien sûr les négociations en cours entre les États-Unis et l'Iran, le détroit d'Ormuz qui reste donc un point sensible de ces négociations. Et après des semaines de tensions autour de ce détroit, Washington et Téhéran ont annoncé avoir défini une feuille de route vers un accord final, enfin. Qu'est-ce qu'on sait donc réellement des principales dispositions envisagées par cet accord et dans quelle mesure peuvent-elles répondre aux causes profondes de cette crise? Alors je pense qu'il est important avant tout de replacer cette évolution dans son contexte stratégique plus large. Car ce qui se déroule aujourd'hui entre Washington et Téhéran ne concerne pas uniquement un accord technique ou une simple désescalade conjoncturelle. Nous assistons peut-être à l'ouverture d'une nouvelle phase dans la gestion d'une relation qui, depuis plus de 4 décennies, est marquée par la méfiance, la confrontation indirecte et les crises récurrentes. Ce qui ressort des informations disponibles jusqu'à présent, c'est que les deux parties semblent avoir privilégié une approche progressive plutôt qu'un accord global immédiat. Cette méthode n'est pas anodine. Elle traduit une prise de conscience commune qu'aucun des deux camps n'est aujourd'hui en position d'imposer ses conditions à l'autre et qu'il devient nécessaire de construire un processus fondé sur des engagements réciproques et graduels. En réalité, si l'on regarde au-delà des détails techniques, on constate que l'objectif principal n'est pas seulement de résoudre un différend ponctuel, mais de créer un cadre permettant d'éviter que chaque crise régionale ne se transforme automatiquement en confrontation entre les États-Unis et l'Iran. C'est donc un changement important parce que pendant longtemps, la relation entre les deux pays a été dominée par une logique de réaction et de contre-réaction. Il faut également souligner que cette feuille de route intervient dans un contexte international particulier. Les États-Unis sont confrontés à plusieurs priorités stratégiques simultanées, qu'il s'agisse de la compétition avec la Chine, de la guerre en Ukraine ou encore des défis liés à la sécurité énergétique mondiale. Dans ce contexte, alors Washington n'a aucun intérêt à voir s'ouvrir un nouveau front de tension durable au Moyen-Orient. Du côté iranien, les calculs sont également différents de ceux des années précédentes. Téhéran cherche aujourd'hui à réduire les pressions économiques qui pèsent sur son développement intérieur, à consolider sa stabilité économique et à renforcer sa marge de manœuvre diplomatique. Autrement dit, l'Iran tente de transformer certains de ses acquis stratégiques en bénéfices politiques et économiques plus durables. Mais ce qui me semble particulièrement intéressant, c'est que les discussions actuelles traduisent une évolution dans la nature même des négociations. Nous ne sommes plus seulement dans un débat centré sur le nucléaire ou sur les sanctions. Nous sommes face à une réflexion plus large. Oui, c'est justement ma deuxième question, Madame Nihal Al-Shafaei. Le détroit d'Ormuz a constitué depuis longtemps donc une pression stratégique dans les relations entre l'Iran et les États-Unis. Et voilà l'accord qui est actuellement en discussion. Est-ce que cet accord peut écarter durablement le risque d'escalade ou est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit simplement d'une trêve temporaire entre les États-Unis et l'Iran? Je crois qu'il faut éviter une lecture trop simplicite de la situation parce que lorsqu'on parle du détroit d'Ormuz, on ne parle pas seulement d'un passage maritime, on parle d'un espace
où se croisent les intérêts énergétiques mondiaux, les équilibres militaires régionaux et les stratégies de dissuasion des grandes puissances. C'est précisément pour cette raison que la crise actuelle est importante. Elle ne porte pas uniquement sur la liberté de navigation ou sur la circulation des navires commerciaux. Elle touche à la question plus profonde de savoir si l'Iran est prêt à réduire l'utilisation de cette carte stratégique en échange d'avantages politiques, économiques ou diplomatiques. À mon sens, l'accord peut effectivement réduire le risque immédiat d'escalade. Il peut instaurer un climat plus prévisible et diminuer la probabilité d'incidents susceptibles de dégénérer. Cependant, il serait exagéré de considérer que la menace disparaîtrait complètement. Pourquoi? Parce que le détroit d'Ormuz n'est pas la cause du problème. Il en est la manifestation. Les véritables sources de tension se trouvent ailleurs, dans les rivalités régionales, dans les perceptions de menaces, dans les divergences concernant l'architecture sécuritaire du Golfe et dans l'absence d'un cadre stable de coexistence entre les différents acteurs. C'est pourquoi la question essentielle n'est pas de savoir si le détroit sera calme demain ou le mois prochain. La question est de savoir si les négociations actuelles peuvent produire un environnement politique dans lequel aucun acteur ne ressentira le besoin d'utiliser Dormouz comme outil de pression ou de dissuasion. Nous devons également prendre en compte un élément souvent négligé. Le détroit a progressivement perdu son statut de simple enjeu régional pour devenir un sujet de sécurité économique mondiale. Oui, bien sûr. Bien sûr, Madame Nihal El-Shafai, c'est justement dont je voulais donc parler. Le calme, donc, ou la situation qui est calme dans le détroit d'Ormuz n'est pas le principal enjeu donc, des négociations, peut-être comme vous venez de dire, mais c'est très important pour plusieurs pays dont les navires donc, passent par ce détroit et leur économie dépend de ce détroit. Alors, et la sécurisation, la question de la sécurisation de la navigation maritime figure parmi les priorités des discussions en fait. Et selon vous, quelles garanties réelles peuvent être mises en place pour prévenir de nouvelles tensions et assurer une libre circulation dans le détroit d'Ormuz? Comme vous le savez, c'est l'un des corridors énergétiques les plus importants du monde. Alors, lorsque l'on évoque la sécurité du détroit d'Ormuz, la tentation est souvent de penser immédiatement aux moyens militaires. Pourtant, l'expérience des dernières décennies montre que la stabilité de cette région dépend autant de la diplomatie et la puissance navale. Il est évident que les capacités militaires restent importantes pour protéger les routes maritimes. Cependant, elles ne peuvent à elles seules garantir une sécurité durable. Les flottes peuvent dissuader certaines actions, mais elles ne peuvent pas éliminer les causes politiques qui alimentent les crises. À mon avis, la véritable innovation devrait résider dans la création de mécanismes permanents de gestion des incidents dans une région aussi sensible. Le danger ne provient pas toujours d'une décision politique délibérée. Il peut aussi résulter d'un malentendu, d'une erreur d'appréciation ou d'un incident local qui dégénère rapidement. C'est pourquoi les grandes puissances et les acteurs régionaux ont intérêt à développer des canaux de communication directe et des procédures de coordination et dispositifs d'alerte permettant de contenir les tensions avant qu'elles ne prennent une dimension stratégique. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que la sécurité maritime est aujourd'hui un concept beaucoup plus large qu'auparavant. Elle englobe non seulement la protection des navires, mais également la stabilité des marchés énergétiques, la continuité des chaînes logistiques et la confiance des investisseurs internationaux. En réalité, ce qui est en jeu dans le détroit d'Ormuz dépasse largement la région du Golfe. Lorsqu'un incident survient dans cette zone, ses conséquences se répercutent presque instantanément sur l'économie mondiale. Et c'est ce qui explique la tension constante des grandes puissances et des institutions internationales. Et je pense donc que la garantie la plus efficace ne sera pas nécessairement militaire. Elle serait avant tout politique.
Plus les acteurs disposeront des mécanismes de dialogue, plus il sera difficile pour une crise locale de se transformer en confrontation régionale. Oui. Autrement dit, la véritable sécurité du détroit ne dépend pas uniquement du nombre de navires de guerre présents dans la région, mais de la capacité des acteurs à instaurer une culture de gestion des crises fondée sur la prévisibilité, la communication et la confiance mutuelle. Oui. Au-delà donc du dossier du détroit d'Ormuz, les négociations entre les États-Unis et l'Iran semblent désormais englober plusieurs questions majeures, notamment les sanctions économiques, le programme nucléaire iranien bien sûr, et la sécurité régionale, dont bien sûr la sécurité du Liban aussi. Est-ce qu'on peut dire qu'on assiste à une redéfinition plus globale des relations entre Washington et Téhéran? Je crois que la question centrale aujourd'hui n'est pas de savoir si les États-Unis et l'Iran vont devenir des partenaires. Ils ne le deviendront probablement pas. Oui. La véritable question est de savoir s'ils peuvent passer d'une logique d'affrontement permanent à une logique de coexistence stratégique maîtrisée. Depuis des années, on sait très bien que la relation entre Washington et Téhéran repose sur un cycle presque automatique. Pression, réaction, escalade, puis tentative de désescalade. Ce modèle a produit une instabilité chronique sans parvenir à régler les différents fondamentaux. Ce qui semble évoluer aujourd'hui, c'est la méthode plutôt que les objectifs. Les États-Unis continuent de vouloir limiter l'influence régionale de l'Iran et d'encadrer son programme nucléaire. L'Iran, de son côté, continue de défendre son autonomie stratégique et son rôle régional. Les intérêts fondamentaux n'ont donc pas changé. En revanche, les deux parties paraissent reconnaître qu'aucune d'entre elles ne peut atteindre ses objectifs par la seule confrontation. Cette prise de conscience est essentielle parce qu'elle modifie la logique de la négociation. Du côté américain, on observe une approche plus pragmatique. Washington semble privilégier la gestion des risques plutôt que la recherche d'une transformation profonde du comportement iranien. Autrement dit, l'objectif n'est plus nécessairement de changer l'Iran, mais d'empêcher que certaines de ces actions ne menacent directement la stabilité régionale. Du côté iranien, on constate également une volonté de diversifier les outils d'influence. Téhéran cherche à compléter son poids stratégique par des gains diplomatiques et économiques susceptibles d'améliorer sa position à long terme. À mon sens, nous assistons donc moins à une réconciliation qu'à une tentative de redéfinition des règles du jeu. Les désaccords demeurent nombreux, mais les deux parties semblent pouvoir les gérer dans un cadre plus structuré et plus prévisible. Oui, et du côté donc d'Israël, la situation est tout à fait différente. Israël qualifie déjà cet éventuel accord entre Washington et Téhéran de catastrophe politique et stratégique. Quelles sont, selon vous, les véritables raisons de cette inquiétude de la part de l'occupant israélien et dans quelle mesure le facteur israélien peut-il influencer donc l'avenir des négociations? Comme vous le savez, donc le Premier ministre Benjamin Netanyahou exerce une certaine pression sur les décisions du président américain Donald Trump, comme on a vu donc au début de cette guerre. Je pense qu'il faut lire les réactions israéliennes non pas comme une simple position politique, mais comme l'expression d'une inquiétude stratégique plus profonde, liée à la reconfiguration possible de l'équilibre régional. Ce qui préoccupe Israël aujourd'hui ne se limite pas au contenu technique des négociations. Le point central est la perception d'un possible changement de paradigme dans la manière dont les États-Unis abordent la question iranienne. Pendant longtemps, la stratégie régionale américaine a été construite autour d'une logique de pression maximale et d'isolement relatif de Téhéran. Or, la dynamique actuelle semble s'orienter vers une gestion
plus pragmatique du différend. Pour Israël, ce type d'évolution peut être perçu comme une réduction de la centralité de la menace iranienne dans l'agenda stratégique américain. Cela crée une forme d'incertitude sur la solidité des garanties de sécurité traditionnelles. Il y a également une dimension liée à la structure même de l'équilibre régional. Toute détente entre Washington et Téhéran pourrait mécaniquement redéfinir les marges de manœuvre des acteurs régionaux et donc les équations de dissuasion qui ont prévalu ces dernières années. Cela dit, il serait exagéré de penser que le facteur israélien peut bloquer à lui seul le processus en cours. Oui. Israël dispose certes de leviers d'influence importants dans les débats stratégiques américains, mais la décision finale reste guidée par une logique plus large de gestion des risques régionaux et globaux, notamment liés à la sécurité énergétique et à la stabilité du Golfe. Et en réalité, l'enjeu principal n'est pas uniquement la position israélienne, mais encore la capacité des États-Unis à abriter entre plusieurs priorités stratégiques simultanées. C'est cet arbitrage qui déterminera la trajectoire alors des négociations. Quand on parle donc de la visite du président iranien au Pakistan récemment, qui intervient à un moment donc particulièrement sensible, quel message politique et stratégique Téhéran cherche à transmettre à travers cette démarche politique, comme bien sûr surtout que le Pakistan est le principal pays médiateur donc, dans ce conflit? En réalité, cette visite s'inscrit clairement dans une logique de diversification stratégique et d'élargissement des marges de manœuvre diplomatiques de l'Iran. Au-delà de sa dimension bilatérale, le déplacement en Pakistan traduit une volonté de Téhéran de montrer qu'elle ne structure pas sa politique étrangère uniquement autour du dialogue avec les États-Unis, mais qu'elle développe simultanément plusieurs axes régionaux complémentaires. Le Pakistan représente à cet égard un partenaire important en raison de sa position géographique, de son poids régional et de son rôle potentiel dans les dynamiques de connectivité entre l'Asie et du Sud, le Moyen-Orient et l'Asie centrale. En renforçant cette relation, l'Iran cherche à consolider son insertion dans ces réseaux régionaux plus larges. Il y a également une dimension stratégique indirecte, celle de la diversification des partenaires dans un contexte international marqué par des incertitudes croissantes. Plus un État multiplie ses canaux diplomatiques, plus il renforce sa capacité de négociation dans les dossiers sensibles. Cette visite envoie donc un message clair. L'Iran cherche à se positionner comme un acteur qui combine ouverture diplomatique et autonomie stratégique, sans dépendre exclusivement de l'évolution des négociations avec Washington. Madame Nihal Shafei, si on parle économie maintenant, quelles pourraient être les retombées, les répercussions économiques d'un accord durable, je veux dire durable, sur les marchés internationaux et l'énergie? Il est important de souligner que les marchés énergétiques réagissent moins au discours politique qu'au niveau de certitude offre l'environnement international. Dans le cas du détroit d'Ormuz, la principale variable n'est pas seulement l'offre ou la demande mondiale du pétrole et de gaz, mais la perception du risque géopolitique associé à son transport. Un accord durable pourrait donc avoir un effet immédiat sur ce que les économistes appellent la prime de risque. Cette réduction de l'incertitude se traduisait par une meilleure stabilité des prix, mais surtout par une plus grande prévisibilité pour les acteurs économiques. Cependant, l'impact ne se limite pas au secteur énergétique. Le détroit d'Ormuz est un point nodal des chaînes logistiques mondiales. Toute amélioration de la stabilité dans cette zone a des effets en cascade sur le commerce maritime, les assurances, les coûts de transport, et in fine sur l'inflation mondiale. Il faut également comprendre que la stabilité énergétique est aujourd'hui devenue un facteur
de stabilité macroéconomique globale. Les grandes économies importatrices d'énergie intègrent désormais ces paramètres dans leur politique économique et monétaire. En ce sens, un accord ne serait pas seulement un événement diplomatique régional, mais un facteur de stabilisation systémique pour l'économie mondiale. Oui. C'est vrai. Alors, Madame Nihal El-Shafai, chercheuse en sciences politiques et stratégiques, merci pour votre intervention. Passez une excellente journée. Et pour savoir plus donc, sur le détroit d'Ormuz, on va regarder ce reportage de Shahinaz Ismail. Le détroit d'Ormuz reste un point sensible, comme on vient de dire, malgré les négociations en cours entre Washington et Téhéran. Un accord pourrait réduire les tensions, mais la situation demeure toujours incertaine. On regarde le reportage de Shahinaz Ismail. Le détroit d'Ormuz, passage maritime stratégique essentiel au transport d'environ 1/5 du pétrole mondial, se retrouve au cœur de nouvelles tensions internationales. L'Iran a annoncé sa fermeture en réaction aux tensions régionales, tandis que les États-Unis assurent que la navigation reste active sous surveillance renforcée. Dans les faits, le trafic maritime et les pétroliers continuent de circuler, même si la zone demeure marquée par une forte incertitude et des risques élevés de tension. Cette situation inquiète fortement les marchés énergétiques et les pays importateurs en raison de l'impact potentiel sur l'approvisionnement mondial. Parallèlement, des négociations se poursuivent en Suisse entre Washington et Téhéran afin de transformer l'accord intérimaire en un cadre plus durable. Les discussions portent sur des sujets sensibles comme le nucléaire iranien, les sanctions et la sécurité maritime dans la région. Malgré des divergences persistantes, des signes indiquent une volonté d'éviter une escalade. Un éventuel accord pourrait renforcer la stabilité du détroit et améliorer la sécurité du trafic maritime. Cependant, des obstacles importants demeurent, notamment sur les mécanismes de sécurité et les tensions régionales. L'avenir du détroit d'Ormuz dépendra donc largement de l'issue des négociations en cours et de l'évolution de la situation géopolitique au Moyen-Orient.